Bonsoir, bienvenue à l'Atelier Librairie, le livre voyageur animé par Fabienne Roch et moi-même, Bruno Lalonde. Nous sommes à Montréal le 10 mars 2022. Vous avez été quelques-uns à vous émouvoir de cette histoire de la bibliothèque d'Heidegger ramassée pendant le premier confinement. Certains y ont vu une perte du sacré, d'autres une perte de la transmission. Et chacun a été, en fait, les, les quelques-uns qui m'en ont parlé, parce que peut-être nous sommes peu nombreux, mais assurément, il y a parmi nous des auditeurs très attentifs et qui ont été, en tout cas, qui m'ont fait part, qui sont venus me rendre visite à la librairie et qui m'ont fait part de l'émotion. Cette image des livres de Martin Heidegger en langue originale, trouvée, ramassée sur le trottoir. Moi, pour moi, c'est hormis les millions de morts, les, les, les millions de gens qui ont perdu leur emploi, le symbole pour moi peut-être de cette fin de civilisation, d'une certaine manière, eh bien, c'est ce que je vais conserver comme image, cet enlignement de cartons, de livres de philosophie, enlignés comme des pierres tombales sur le trottoir. Hier, j'ai évoqué, je vous ai parlé, j'allais vous entretenir de la destructivité, le livre de Gérard Rabinovitch, et c'est ce que je vais faire. Et je vais m'arrêter sur un chapitre, celui qui est consacré à Freud et à son livre hyper important, Malaise dans la civilisation, où Freud diagnostiquait les maux dont notre espèce est atteinte, en particulier l'agressivité, la pulsion de mort, la pulsion de destruction. Eric Fromm aussi a consacré un ouvrage important, La passion de détruire, qui est parfaitement lisible aussi, mais qui s'appuie entre autres sur les réflexions de Sigmund Freud. Freud, quand on sait parler l'allemand. Alors donc, Gérard Rabinovitch est né en 1948, c'est un philosophe, un sociologue, un chercheur au CNRS, on lui doit plusieurs livres, et celui-ci de la destructivité humaine sera l'objet de cette vidéo en première partie. En deuxième partie, si je juge que je ne dépasse pas encore le temps que je me suis fixé, parce que j'essaie quand même non pas de les faire concises, ne rêvons pas, mais de les faire au moins concentrées et de ne pas trop m'éparpiller par des improvisations spontanées qui font peut-être le sel de ces vidéos. Ce côté amateur, forcément, je suis un amateur, je suis un libraire. Et le libraire, aujourd'hui, évidemment, on réfléchit beaucoup à ce que ça signifie aujourd'hui être libraire dans une société où, justement, on trouve des livres sur le trottoir. Qu'est-ce que ça signifie? J'ai déjà énoncé ici, à maintes reprises, que je me percevais comme un mainteneur. Je disais à un jeune ami qui fréquente ma librairie, qui n'écoute sans doute pas mes vidéos, que je me considérais également comme une sorte de mercenaire, que j'alimentais tous les camps. On pouvait trouver en ma librairie les marxistes, les chrétiens, les conservateurs, les réformistes, les nihilistes, que toutes les familles, au fond, d'esprit, étaient réunies dans un seul espace, qu'on pouvait trouver Saint-Augustin, on pouvait trouver aussi le Marquis de Sade, on pouvait trouver Nietzsche et on pouvait trouver les évangiles. Et évidemment, la bagarre des idées nous est nécessaire. Le jour où l'un ou l'autre des camps aura définitivement triomphé sur l'un ou l'autre des camps, à ce moment-là, il y aura du souci à se faire pour la vie de l'esprit. Alors,
que nous dit Rabinovitch à la suite de Freud? Eh bien, c'est que l'espèce humaine, il y a quelque chose en elle de profondément criminel. Que l'espèce humaine n'est pas... moi, personnellement, j'ai un jugement un peu plus pondéré. Je dirais qu'elle est, et on y trouve à la fois de hautes figures morales, et on y trouve également euh, des créatures dénuées de toute moralité. On y trouve des monstres. Quelqu'un a répondu au téléphone. Et ce qu'il nous dit aussi, Rabinovitch, c'est qu'il nous faut développer une éthique de la désillusion. Ce sera la deuxième partie de la vidéo. Alors donc, c'est quoi? Alors, Behemoth, alors je vous lis ce qu'il nous dit assez rapidement ici. En quatrième de couverture. Le moment nazi demeure une énigme dont le monde contemporain reste saisi. Mais la persistance de cette énigme ne tient-elle pas à l'insistance de la pensée sociologique et philosophique à construire le nazisme comme un monstre conjecturel de la modernité? En examinant les modes opératoires du nazisme, puis ceux du génocide rwandais, qui s'articulent à partir de la même base, en soulignant la parenté entre nazisme et monde mafieux, on n'a qu'à voir ce qui se passe avec l'agression en Russie. Et ça aussi, c'est une source de confusion assez inimaginable parce que la kleptocratie, hein, la mise en place d'un système de prédation où c'est greffé toute une nuée de prédateurs transformés maintenant en assassins, en tueurs, eh bien, ça nous interpelle pas sur notre propre absence de partage dans notre société. Et donc, en invitant à éclairer la permanence de ce mal radical ici fait référence à Emmanuel Kant, à la lumière des remarques de Freud sur la destructivité, cet ouvrage montre qu'à l'irréductible noyau de barbarie qui hante le genre humain doit faire barrage un travail de civilisation fondé sur l'axe d'une éthique de la désillusion. Alors, le sous-titre de la divinité, pardon, je ne sais pas si tu n'as pas un lapsus, de la destructivité humaine, le sous-titre, c'est Fragment sur le B et Mot. Le Behemoth, c'est une créature qu'on retrouve dans l'Ancien Testament. C'est une créature maléfique qui représente c'est une créature maléfique qui est une sorte d'incarnation du mal. Mais il a un double qui est le Léviathan. Alors l'un triomphe sur la terre, l'autre triomphe sur les mers. Le Léviathan représente l'ordre poussé à l'excès, représente l'absence de liberté, la figure mauvaise de l'État, d'une certaine manière, tandis que Behemoth, lui, c'est le sans-forme, c'est le chaos. Et il y a une très très belle image, une très très belle aquarelle que je vais vous montrer de William Blake, qui a illustré le livre de Job, où à la fin, Dieu finit par terrasser ces deux créatures-là et les enfermer dans un cercle où ils ne pourront plus distiller leur mauvaiseté. Alors, je vous la montre. Alors, vous voyez, on a Léviathan en haut et on a Behemoth qui est en bas. On dit que ça peut ressembler à un dragon, ça peut ressembler à un hippopotame, et
et lors du jugement dernier, qui ne manquera peut-être pas d'arriver d'ici peu, ces deux infernales créatures seront donc enfermées pour toujours. Alors oui, et c'est tiré de l'illustration, c'est un livre en anglais, Illustration of the Book of Job de William Blake. Tenez, je vous le montre. Alors ce n'est qu'un livre d'illustration. Et on retrouve donc nos deux immondes créatures à la page 15 de ce livre. Il y aurait tant à dire aussi sur William Blake, qui est à la fois poète, à la fois prophète, à la fois un auteur exceptionnel. En fait, exceptionnel. Un autodidacte qui a passé sa vie dans la pauvreté, qui était graveur, qui illustrait lui-même ses propres livres, et qui avait pour épouse, pour compagne, avait une femme, une jeune femme qui l'accompagnait et qui était analphabète. Ça, je me souviens d'avoir lu ça dans ma lointaine jeunesse. Et ça m'avait frappé, cette espèce de... cet artiste immense, doublé d'un visionnaire et d'un exégète, parce qu'au fond, il n'a fait que ça, interpréter les textes sacrés de la Bible. Eh bien, il était accompagné d'une personne sans doute, sur le plan de la moralité, extrêmement pure. Alors, je vais vous lire le passage, un passage, peut-être que je vais vous en reparler demain, je ne sais trop, mais peut-être que je vais peut-être... Oui, et la première partie, dans les premières pages, il nous invite à relire Zygmunt Bauman, ce sociologue polonais mort il y a à peine quelques années, à un âge assez avancé, dans son livre hyper important, Holocauste et modernité. Quelque chose de vraiment fondamental. Si on veut comprendre la modernité, notre actuelle modernité, assurément, La passion de détruire d'Eric Fromm, Holocauste et modernité de Zygmunt Bauman, et évidemment, Malaise dans la civilisation de Freud. Disons, avec ces trois ouvrages, on peut évidemment rajouter d'autres titres. Évidemment, toute la littérature concentrationnaire, ce que Jean Quérol appelait la littérature lazaréenne. Hein? J'ai été épaté par ce terme-là. J'ai bien l'intention de l'utiliser et d'y revenir. Parce que la guerre qui est là maintenant, il n'y a pas d'illusion à se faire. Et elle est là, elle est tangible, elle a un effet direct sur nos vies, sur nos psychés. Et elle remet en question, je pense, cette conception que nous avons de nous-mêmes. J'y arrive. Attendez. J'ai pris trop de notes. Pourtant, c'est pas un gros livre, mais il est dense. Il a le mérite d'être concis. Pardonnez-moi. Okay. On va y arriver. Je ne sais pas dans quel état, mais on va y arriver. Bon, ben voilà. Il n'est pas anodin que ce soit l'occasion de la Première Guerre mondiale qui ouvrit le siècle des liquidations permanentes, comme l'a défini l'écrivain Imre Kertész, un autre qui a connu l'expérience des camps, écrivain hongrois, que Freud commence à prendre la mesure de ce que le progrès scientifique, technique, voire même politique, et le progrès dans ce qu'il appellera plus tard l'élévation dans la vie de l'esprit, c'est-à-dire le progrès de l'humain dans l'homme, ne marche pas d'un même pas. Il notera même déjà que dans les sociétés dites primitives, étudiées par les anthropologues,
ne sont pas pour autant barbares. Ainsi donc, dans les actuels sur la guerre et la mort, il note que les primitifs ont une sorte de respect par rapport à la vie et à la mort que les dits civilisés n'ont pas ou bien ont perdu. Il y avait certes de quoi faire cette observation à l'occasion de la Première Guerre mondiale. Le chemin parcouru depuis la déclaration de Saint-Pétersbourg de 1868 visant à concilier les nécessités de la guerre avec les lois de l'humanité, au cours de laquelle il fut solennellement affirmé que l'emploi de balles explosives contre les troupes d'infanterie constituait un crime. Déclaration augmentée à la haie 1899 et 1907 de l'interdiction de lancer des projectiles et des explosifs du haut des ballons est un chemin inversement proportionnel aux idéaux auparavant proclamés. Il n'est pas anodin non plus que ce soit dans son ultime texte, L'homme Moïse et la religion monothéiste, que Freud constatera que le progrès avait conclu un pacte avec la barbarie. Et cela avant même que la réalité destructrice du nazisme n'eût révélé toute son ampleur. 10. Dans les sédiments textuels vers le social qui scandent les étapes et les réaménagements de la construction de la psychanalyse, pour rapprocher le non-pensé de ce qui s'est produit avec l'effectivité du nazisme, le texte de Freud, Psychologie collective et analyse du moi, peut sembler pour beaucoup la bonne amorce. Mais c'est dans le malaise de la civilisation qu'il semble le plus pertinent d'aller établir son campement d'observation. Après les actuels sur la guerre et la mort, dans lesquels il était souligné combien, en son fond, l'homme est un meurtrier. Cet ouvrage nous ouvre la voie de la conception freudienne de la barbarie, celle d'un terreau imbibé de sang dans lequel toute civilisation ici avec un grand C, trempe ses pieds, et dont les nouvelles conférences prolongeront l'investigation. C'est dans ce texte salomonien, du roi Salomon, connu également sous le nom de l'Ecclésiaste, datant de 1929, qui renverse la conception idéaliste ayant soutenu la marche de l'Occident vers la démocratie et qui met en question tout l'édifice de ces fermetures normatives, éthico-comportementales, que Freud insiste sur le défaut de prise en compte de l'agressivité, de la cruauté et de la destructivité native chez l'homme. Il y décèle une faute majeure dont cette conception sera comptable. Il fallut même à Freud constater ses propres réticences quant à ses implications ultimes. Je n'arrive pas à comprendre comment nous avons pu méconnaître l'omnipotence de l'agressivité et de la destruction non érotique et ne pas arriver à donner à celle-ci sa place dans notre interprétation de la vie. Surprise qu'il réitère dans sa 32e leçon en soulignant les motifs de la réticence qui lui est opposée. L'accueillir dans la constitution humaine paraît sacrilège. Cela contredit trop de présuppositions religieuses et de conventions sociales. Remarque qu'il appuie sur
les enseignements de l'histoire et l'expérience de la vie, mais qui trouvent d'abord leur fondement irréfutable dans la clinique, dans l'appréciation des phénomènes du sadisme et du masochisme. Ce qu'il y a de remarquable dans Malaise de la civilisation et qui fait leçon, littéralement, c'est que Freud s'y occupe moins de dénoncer et d'inventorier les manifestations contemporaines, tangibles ou ténues de l'agressivité native invoquée par lui. Il choisit de façon surprenante de pointer avec insistance, presque de marteler, l'aveuglement de la morale normative qui accompagne la démocratie quant à la réalité incurable de cette agressivité. Point 11. Il est fréquemment convenu par déni frileux, autant que par manque d'inattention, que Freud ne s'exprimait guère sur la politique. Il ressort qu'il s'est au contraire exprimé dans toutes les questions du politique qui font interrogation implicite ou explicite dans l'exercice démocratique, la suggestibilité des masses, le lien social, l'interdit, la décision politique, l'agressivité, etc. Les interventions politiques de Freud, peut-être est-ce là un des motifs de leur non-lisibilité immédiate, toute de prudence aristotélicienne et de précaution spinozienne, se sont énoncées au-delà de la clinique stricte et en deçà de l'entrée dans l'agonistique partisane. Elles ont exploré ce qui se trame dans cet entre-deux, cette trame sous-entendant les questions de l'action politique dans les sociétés démocratiques. À ce seul titre déjà, elles intéresseraient quiconque a fait de la sociologie politique ou de la philosophie politique, les textes d'accès au social, à ses nœuds, ses égarements, ses impasses, sans la perspective insu de les recouvrir d'un voile de faux semblants. Point 12. Nous sommes devant l'évidence des faits comme les chauves-souris devant la lumière du jour, constatait déjà Aristote dans sa métaphysique. Il y a une éthique de l'argument rhétorique dans Malaise de la civilisation. Elle consiste à souligner que le danger principal pour la civilisation et que la faute majeure en politique réside dans l'incapacité à guetter les puissances virtuelles de destruction présentes dans l'homme, dans l'inaptitude à envisager leur irrépressible tendance à contourner les obstacles que le travail de civilisation peut dresser devant elles, dans l'incompétence à envisager leur irrésistible propension à se frayer un passage dans les anfractuosités que ces obstacles recèlent, qu'elles ont pourtant vite fait de transformer en béance. Il y a pire nullité encore, nous fait comprendre Freud, que celle de récuser la virtualité de ces puissances de destruction au profit d'un idéal qui, dans les faits, désarme face au mal, celui que Kant qualifiait de radical. Et ce faisant, il se livre à une critique en règle des impasses de certains normatifs de l'Occident romano-chrétien, dont la démocratie se soutient, l'essentiel y passe, l'amour, la consolation, le rachat des fautes, l'éducation
bigote, édifiante. Point 13. On ne peut pas ne pas frémir lorsqu'on lit le commentaire que fait en 1929 Freud du « Aime ton prochain comme toi-même » et pire, dit-il, nous révoltant encore, « Aime tes ennemis ». Et si nous confrontons son commentaire à l'état d'esprit, par exemple, des dirigeants anglais, ces grands prêtres de la politique d'apaisement à l'époque de la montée en puissance de l'Allemagne nazie, il y a Baldwin congratulant l'adversaire d'une politique d'hostilité à l'égard des nazis parvenus au pouvoir. J'ai toujours su que vous étiez chrétien. Il y a la veuve du premier ministre Asquith qui soutient les tenants de cette politique. Il fallait répondre à la rage par l'amour chrétien. Il n'y a qu'une seule manière de préserver la paix dans le monde et de vous débarrasser de votre ennemi, c'est de vous entendre avec lui. Et plus il est vil, plus il est indispensable de le combattre avec d'autres armes. Enfin, il y a cette conclusion que crut à la fin de sa vie pouvoir encore soutenir Neville Chamberlain, co-signataire des accords de Munich. Tout se serait si bien passé si Hitler ne nous avait pas menti. C'est ce qu'on entend aussi. Hein? Poutine, on lui aurait promis de ne pas intervenir. On lui aurait promis que l'OTAN, et ça on répète ça partout, je fais une petite parenthèse, il y aurait eu une parole donnée. Et une parole donnée forcément dont on ne trouve de traces nulle part. Mais Poutine, qui a grandi dans la rue, qui est un chef de gang, et qui sans doute accorde la plus grande attention à la parole donnée, se serait fait donc berner. Et là, on pourrait même penser qu'au fond, Poutine, d'une certaine manière, qui n'a sans doute pas lu Freud, serait une sorte de brute naïve. En fait, si Poutine avait saisi la mauvaiseté de base chez ses vis-à-vis, peut-être nous n'en serions pas là. Alors, voyez un peu, alors faire de lui je trouve que ça ne manque pas de charme, faire de lui un innocent, dupé par des puissances plus rouées, plus machiavéliennes, me semble, si c'était pas si tragique, ça me semblerait risible. Risible. En perdant pas de vue ce qu'a été l'éducation violente et brutale du petit Poutine, de l'enfant Poutine, qui provient de la rue. Hein? Alors, mais là, évidemment, ce à quoi on assiste, c'est la logique de la rue. C'est la logique, c'est la loi du plus fort, de celui qui se sent justifié parce que trahi. Mais il n'aurait pas dû être trahi en vertu de sa propre logique à lui. Point 14. Et puis nous qui, justement, nous qui sommes pétris de bons sentiments, qui avons atteint un tel degré de de barbarie, car on est capable, on va tout faire, en fait. En fait, j'aurais envie de vous dire quelque chose de terrible. Je suis pas sûr qu'une humanité qui est capable de tuer des enfants, et que cette même humanité, elle a en face d'elle des gens qui ne vont pas intervenir, je ne suis pas sûr que cette humanité doive survivre. Je ne suis pas sûr jusqu'à quel point
Si on pouvait mourir de honte, là, je pense qu'on sauverait la face. Mais là, j'entends tout le monde préserver la paix, sans voir que la guerre est déjà commencée. Et je ne... On va venir sans doute par négocier. Quand tout le monde aura été au bout de sa capacité de barbarie, sans doute. Et le beau rôle que nous nous donnons, nous les Occidentaux repus et pacifiques, a quelque chose qui sans doute va provoquer chez Poutine une flambée de haine, une flambée de violence. Il va nous rappeler, lui, à quel point nous partageons une même barbarie. 14. Ainsi, l'hypothèse de l'instinct de mort vient à Freud dans l'après-coup, l'après-coup vu comme un trauma, de la guerre 14-18, le pointage de l'agressivité par Freud dans Malaise de la civilisation fait l'effet, lui, d'un pressentiment. Si Malaise dans la civilisation peut constituer une référence incontournable, un indicateur de route pour l'avenir des sciences du politique, si à l'instar du Coëlette salomonien, il demeure incontournable dans sa prédictivité, c'est qu'au-delà de la théorie clinique s'y trouve reconduite et développée, celle des pulsions de vie et de mort, hétérogènes l'une à l'autre, mais d'ordinaire toujours composées. Freud y dessine la condition primordiale pour éviter peut-être ce qui se trame, qu'il pressent très probablement sans pouvoir l'identifier, et va devenir inéluctable en un très court laps de temps, l'impérative nécessité de prendre en compte l'immortelle puissance mortifère qui a sa résidence dans l'espèce humaine. Penseur du politique, dans ce texte inexpugnable, Freud rencontre alors le clinicien en Occident de la politique. Et ici, c'est une citation de Nicolas Machiavel, tirée du discours de la première décade de Tite-Live. Il faut que le législateur suppose par avance que tous les hommes sont méchants et qu'ils sont prêts à mettre en œuvre leur méchanceté toutes les fois qu'ils en ont l'occasion. Alors, je vous montre le livre, c'est de la destructivité de Gérard Rabinovitch et c'est publié aux éditions des Presses universitaires de France en janvier 2009. Alors, qu'en est-il de cette éthique de la désillusion maintenant? Je pense que c'est l'élément clé. Alors, une éthique de la désillusion, ça veut dire, d'une certaine manière, que les écailles qui recouvrent nos yeux tombent, qu'on soit doté soudainement de cette seconde vue dont il a été mention dans un texte de Léon Chestov, si je ne m'abuse. Acquérir un deuxième regard, une deuxième vue. Et qu'est-ce qu'on y verrait une fois qu'on voit bien les choses en face? Eh bien, nous y verrions que, oui, l'espèce humaine, elle est mauvaise. Elle est mauvaise. Mais elle est mauvaise, mais comme je le disais au début, elle n'est pas que mauvaise. Mais son fond d'espèce polytraumatisée par son histoire collective et personnelle, traversée par des traumas multiples, guerre, épidémie, instabilité, famine, des conditions météorologiques, des conditions existentielles extrêmement difficiles. Nous sommes à la fois une espèce... Ce qui fait notre puissance,
c'est notre capacité de création, qui est évidemment liée à cette capacité de destruction inhérente à la créativité. C'est ce qui fait à la fois notre singularité, notre force et notre faiblesse. Nous sommes exposés, comme c'est dit dans l'Évangile, on n'a aucun endroit où poser notre tête. Que même les oiseaux ont un abri, nous n'en avons pas. De là peut-être le ressentiment que nous éprouvons à l'égard de la nature, que nous transformons. En fait, la nature n'est plus n'est plus qu'un objet artificiel entre nos mains. L'éthique de la désillusion aussi, c'est d'admettre que les gouvernements sont impuissants. On le voit, il y a une espèce, on le voit présentement, il y a un enchaînement funeste, un emballement qui ne s'arrêtera pas, et ça nous ramène à ce que nous devons faire comme individus. Alors, il faut rentrer en mode de survie individuelle. Et la survie individuelle, ça suppose quoi? Ça suppose qu'on fasse attention à notre santé. On le voit avec la pandémie. Ça va être difficile de se faire soigner. Nos systèmes de santé sont malades. Et ils ont contaminé toute la société. On le comprend. Nous avons eu des confinements multiples. C'est à la fois, on le sait, pour sauver les plus fragiles d'entre nous, et c'était nécessaire de le faire. Mais nous avons fait tout ça aussi pour sauver le système lui-même, qui est à bout de souffle, qui est à bout de ressources, pour des raisons multiples aussi. Si les Russes ont leurs oligarches, nous avons les nôtres également, mais que nous vénérons, qui sont posés en modèle. Inutile d'en nommer, vous les connaissez tous. Ce sont des stars. Ils se promènent, ils font des voyages dans l'espace. Alors, et ils sont vénérés, ils sont admirés, ils sont proposés comme modèles. Ce que j'ai cru comprendre, ce qui n'était pas le cas. Ce qui n'était pas le cas. 5 minutes. Ce qui n'était pas le cas du peuple russe, qui semble-t-il a pris plaisir à voir ces oligarques dépouillés de leurs yachts, dépouillés de leur club de football, que le peuple russe, je serais curieux de voir si les peuples occidentaux, voyant, je ne sais pas, Jeff Bezos perdre une partie de sa fortune, sinon, en tout cas, empêcher, en tout cas, je ne sais pas. Mais on ne semble pas être dans cette logique-là. On admire la puissance, on admire beaucoup la puissance. Et n'importe les conséquences. Alors, ça passerait, par le respect de soi, 2, par l'intensité. Ici, je reviens souvent sur le fameux binôme intensité et sérénité, tel que proposé par Patrick Vivray et Edgar Morin, qu'on doit remplacer l'excitation, dépression, ça c'est notre mode de fonctionnement ordinaire, par intensité et sérénité. Quand on travaille durement, et quand on s'arrête pour de vrai. On se repose. L'empathie, faire quand même attention aux autres, réfléchir aux autres, même si on sait que nous sommes un peu méchants. La résilience, la capacité à endurer les coups, les vexations, la faim, l'angoisse, la créativité, évidemment, saisir les occasions, créer quelque chose. Si on a la possibilité, comme nous l'avons, Fabienne et moi, avec cette librairie qui est un espace public, de créer des liens, de créer des lancements, de créer des endroits où on va pouvoir échanger afin de pouvoir passer à travers la crise et qui vient. Et tout ça va demander énormément d'énergie. Alors, je vous invite à réfléchir à où vous consacrez vos énergies, de quelle manière vous la gaspillez, cette énergie-là. Comment vous vous reposez aussi. Comment vous vous tenez à distance de certaines formes d'aliénation culturelle, par exemple. Un abus des réseaux, un abus d'écran. Et voilà, après 40 minutes, je pense que... Je n'ai pas fait le tour de la question parce que je voulais développer sur cette
sur ce qui suit, en fait, sur cette éthique de la désillusion qui doit être accompagnée d'une diététique à la suite de cette désillusion qu'on a accepté finalement que c'était le Léviathan et Behemoth qui étaient peut-être pour l'instant les maîtres du jeu. Voilà. Je vous remercie d'être avec moi. Portez-vous bien. Et à demain. Demain, je vous parle de Daniel Oster et de son livre Rangement, publié aux éditions Paul. Je cherche toujours le cours de Pise d'Emmanuel Ocar et je suis tombé sur Rangement, qui lui-même a été... Ah, j'en dis pas plus, parce que mes lectures, ils sont rhizomiques quand ils m'amènent là, et il y a quand même un fil, c'est ça que je m'aperçois, il y a un fil conducteur qui pourrait être, au fond, malaise dans la civilisation. Au fond, peut-être je n'ai fait que ça dans ma vie, essayer de dresser la bête en moi, de la dresser, de la mater, d'abord de la reconnaître. Hein? Et c'est un effort de conscience, et c'est un effort de culture. Et c'est à ça que ça sert la culture, c'est pas juste de briller dans les salons qui n'existent plus de toute façon, mais de laminer, la bête, là, de la laminer sans arrêt, là, de la poncer, là, la pierre dure, là, hein? La pierre dure. Là. Voilà, c'est tout. À demain.